Alors, je vous présente maintenant notre deuxième orateur, Mohamed Edbiyat. Mohamed Edbiyat est géographe de formation. Il a travaillé entre 1980 et 1987 dans le domaine de l'urbanisme à Tlemcen et il a enseigné à l'université d'Oran en Algérie. Depuis 1993, il est intégré à l'Institut français du Proche-Orient en tant que chercheur et responsable de la cartothèque, où ses recherches portaient sur le phénomène urbain en Syrie, ainsi que sur la question de l'eau dans les marges arides. Il a publié plusieurs ouvrages et articles. Depuis 2012, il travaille comme consultant à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, dans le cadre d'un projet de recherche sur la gestion de l'eau dans le bassin de l'Oronte en Syrie. Il est chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient, au département des études contemporaines depuis sa retraite en 2012 et au Grémo à la Maison de l'Orient de Lyon depuis 1995. En 2006, Mohamed Edbiyat a obtenu le prix scientifique en sciences humaines et philosophiques de l'Agence universitaire de la francophonie sous l'égide de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Pardon pour mon accent. Ça va? Merci. Il est actif dans le monde associatif en Syrie. Après l'association d'archéologie à Salamiyeh, il est président maintenant de l'association des Amis de Salamiyeh depuis 2006. Enfin, il est membre de l'Union des écrivains arabes à Damas. Il a traduit plusieurs ouvrages du français à l'arabe et le dernier est l'Atlas du Liban, territoire et société, publié en arabe à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth en 2012. Je lui laisse la parole pour un exposé qui s'intitule les enjeux de la territorialisation, il va le dire mieux que moi, je suis sûre, du patrimoine en Syrie. Mohamed. Merci Sophie, merci Monsieur Lin d'avoir la peine de venir tôt le matin et merci aux organisateurs et à l'association Illa Syria pour cette initiative. En effet, moi je me suis trouvé dans une situation un peu difficile. Parler de patrimoine maintenant, il me paraît comme surréaliste. Parler de patrimoine matériel quand le patrimoine humain est massacré, tué, exilé, affaminé en ce moment. Beaucoup de régions en Syrie souffrent de la famine. Et donc, mais comme il a dit très bien M. de Paoli, nous, comme chercheurs, nous avons aussi des devoirs. Il y a des gens qui luttent, des militants qui luttent sur tous les stades, sur le terrain, qui portent des armes ou qui travaillent dans l'aide humaine, qui assistent les enfants, qui prennent des risques partout. Mais nous, les chercheurs aussi, on doit aussi contribuer à l'avenir de la Syrie. On ne peut pas peut-être faire de terrain pour différentes raisons, mais peut-être on peut aussi prévoir quelque chose pour l'avenir, apprendre des leçons de ce qui passe actuellement pour sauver le patrimoine humain de la Syrie surtout. Donc je vais essayer d'être rapide et évoquer les préoccupations. Peut-être sont mal organisées, mais ça peut aussi aider à comprendre comment on peut faire pour le post-conflit des idées que nous sommes parvenus comme géographes, pas comme archéologues. Voilà. Alors, en effet, ce qui m'a poussé aussi à évoquer la question du patrimoine, c'est aussi l'absence d'aucune responsabilité envers le patrimoine syrien, comme il a montré déjà notre collègue Cheikh Moussa. Ainsi aussi, donc, la destruction qu'on a vue, le pillage qui connaît la plupart des sites archéologiques en Syrie, comme c'était le cas aussi en Irak, plutôt. Donc, mais malheureusement, alors aussi, cela montre l'échec de la politique de la patrimonialisation en Syrie et sa défiance de rendre le patrimoine une partie de la culture syrienne. Quand on voit vous allez voir, si vous visitez le site de la Direction générale d'Antiquité, vous allez voir des cartes qui montrent actuellement, des très belles cartes qui montrent les pillages, les destructions, les sites endommagés partout en Syrie. Alors, ce n'est pas seulement dans les zones contrôlées par l'armée
l'armée de l'opposition, c'est aussi dans toutes les zones. Partout, les pillages existent. Alors, où est le problème, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire le chaos, les chaos et les rebelles, mais c'est aussi l'attachement, la culture, tout ça à ce patrimoine, et qui, comme il a dit bien notre ami Rumi, que c'est depuis bien longtemps que le patrimoine n'est pas respecté. Alors, c'est quoi le patrimoine et quels sont ses enjeux, notamment quand on le prend à des échelles territoriales? Il est important de privilégier la notion de patrimonialisation territoriale, qui traduit la reconnaissance de certains héritages plutôt que des éléments patrimonialisés en tant que tels. Ainsi, le patrimoine apparaît dans ses dimensions territoriales comme un révélateur de la transformation des sociétés et des dynamiques spatiales. Le patrimoine couvre des sites, des monuments, des quartiers, mais aussi des valeurs et des coutumes, ainsi que du savoir. C'est le patrimoine immatériel. Il est varié le patrimoine, et surtout à des échelles différentes, locales, régionales et nationales. C'est un système symbolique générateur d'identité collective qu'on le constate actuellement, surtout dans la solidarité qui marque certaines régions en Syrie. Alors, dans ces espaces, il faut articuler la notion de patrimoine avec la fonction économique, environnementale et sociale. Le patrimoine doit être conçu comme un lieu de compréhension de la durabilité des systèmes et de leur transformation. Ainsi, le patrimoine devient un facteur de production des liens sociaux et spatiaux et agent à la mise en valeur des éléments matériels et immatériels. Car le patrimoine ne va pas de soi, mais se construit. Le patrimoine territorial n'est pas identifiable comme un monument, mais il se confond avec une culture. C'est ça, c'est l'ensemble du patrimoine dans un territoire, avec une culture, une ambiance, un paysage et une atmosphère particulière. Ainsi, les critères définis par les organisations internationales, telles que le Comité patrimonial à l'UNESCO, qui ne doivent pas être le seul acteur de la labellisation patrimoniale. Cela risque de rester dans le cadre de la touristification de patrimoine, car on constate souvent dans plusieurs pays, dans la Syrie, une concomitance entre les lieux touristiques et patrimoniaux, ce qui tend à musifier aussi le patrimoine. En Syrie, au vu de la longue durée de construction territoriale, la réflexion sur les enjeux de la production et de la valorisation patrimoniale des espaces en Syrie s'articule aussi avec la recherche archéologique, d'où le besoin de prendre en compte la nécessité de valoriser en Syrie la recherche sur la territorialisation de patrimoine spatial, matériel et immatériel, l'espace vécu en quelque sorte. Alors, plusieurs régions méritent d'être classées comme patrimoine. C'est pour ça, voilà, je vais faire une petite présentation de quelques sites que je pensais que ça peut attirer l'attention pour l'avenir comme patrimoine territorial, que sont négligés soit par les autorités, soit même par la population. Voilà, la Syrie, le climat syrien et la géographie de la Syrie est influencée beaucoup par les conditions climatiques, surtout par la pluviométrie. Comme on voit à l'ouest, il y a plus de précipitations et à l'intérieur, c'est la steppe qui occupe plus de 55% du territoire syrien. Mais tout le territoire syrien est riche en patrimoine, est riche. Il a toujours été habité. C'est un lieu de croisement de toutes les civilisations que la Syrie a connues. La grande majorité de la population se trouve à l'ouest. Alors là, voilà, il y a ces quelques éléments. Je vais parler du jardin, je vais parler des aires hydroarchéologiques, des aires archéologiques, des steppes, de la transhumance, des réserves naturelles et de l'habitat. Si on parle des jardins,
Et on a beaucoup aussi des espaces qui sont négligés dans la définition patrimoniale classique en Syrie et même peut-être ailleurs. C'est plus développé dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, cette histoire de préserver des espaces naturels. On a ici les jardins de Homs. Ce sont des jardins qui existaient depuis l'existence de l'Orient, je crois, depuis l'existence de l'homme dans cet espace. Et ces jardins sont aussi menacés, pas seulement de la destruction actuelle, même avant, par le mitage urbain, par la spéculation foncière, etc. Ils occupaient environ 1000 hectares sur les deux rives de l'Orient, 600 sur la rive est, et 400 sur la rive ouest. Donc là se trouve aussi après le quartier Baba Amr qui a été détruit avec même ces jardins. On voit Hama aussi. Hama, pareil, les jardins de l'Orient à Hama aussi sont aussi menacés par l'extension urbaine et méritent aussi d'avoir l'intention. Alors, l'eau, l'eau était très importante pour l'existence de l'homme, que ce soit sur les cours d'eau en Syrie, les connus l'Oron, Barada à Damas, l'Euphrate, les petites rivières sur la côte, mais aussi dans les steppes. On voit dans les steppes des aménagements hydrauliques anciens qui méritent aussi d'être patrimonialisés et respectés et maintenus. Voilà, on a, par exemple, les nourrias sur l'Orient, jusqu'à maintenant, n'ont pas été classés. Pourtant, c'est un héritage de l'humanité, à mon avis. Donc là, c'est un travail ancien sur les nourrias. Et presque toutes les nourrias sont disparues, sauf quelques-unes dans la ville de Hama qui ont été gardées comme lieu touristique. Là, on a des nourrias rurales qui se trouvent dans la campagne, mais aussi, il y a aussi des nourrières très importantes au niveau urbain qui assuraient l'alimentation en eau des jardins et aussi les habitants. Là, par exemple, dans l'Orab, un nouria qui est détruit, qu'on n'a plus que les constructions. Nouria, et il y a aussi les moulins de blé qui se trouvent sur le Rhône. Là, on a les deux structures qui sont détruites depuis longtemps. La plus belle nouria de Hama, dans le quartier, en face du quartier Kilani qui est disparu avec ses nouria aussi. Et là, on est à côté de Tel, c'est une nouria qui alimente la ville en eau. Là, il y a une carte intéressante qui montre l'emplacement aussi des canats en Syrie. Les canats sont les systèmes de tunnels souterrains qui a permis l'agriculture irriguée même dans les zones arides et semi-arides. Là où le travail qu'on a mené avec la Maison de l'Orient sous la direction de Bernard Geyer entre 1995 et 2002, on a montré l'existence d'un système hydraulique bien organisé, surtout à l'époque byzantine, et on voit avec aussi en même temps, c'est-à-dire un peuplement très dense et qui va dans la steppe à des limites qu'on n'est pas encore arrivé à les peupler jusqu'à maintenant depuis l'époque byzantine. Là, on voit le secteur du canal, le système, comment ça se passe à un canal, rapidement, voilà le tunnel et des canaux qui se terminent aussi avec des bassins pour accumuler l'eau quand l'eau est abondante et pour l'utiliser pendant les saisons sèches et où la distribution entre zones irriguées et ville. Là, on est à côté de la ville d'Andarine. Donc là, cette canal alimente la ville et les terres. Là, un exemple très intéressant,
d'un village et d'un canat qui est pris aussi, il y a une photo prise par le survolant qui montre la série des puits et qui allait alimenter une petite plaine pour l'irrigation. Donc, aussi, alors il y a les sites archéologiques méritent aussi d'être classés pas comme monument en tel, mais aussi comme région, c'est-à-dire le site et sa région. On a déjà comme territoire ou comme espace archéologique, on n'a que les villes mortes qui sont classées. Je ne vais pas en parler. Mais il y a d'autres aussi phénomènes en Syrie qui peuvent aussi être classés comme région patrimoniale. On a par exemple là une série de citadelles qui se trouvent dans les marges arides au bord de la steppe qui appartiennent à l'âge de bronze, puis ils ont été occupés plus tard à l'époque ayoubide, à l'époque Mamlouk, etc. Voilà un exemple d'une citadelle qui s'appelle Hawaï, c'est à l'est de Hama, au bord d'un plateau basaltique. Et là, on a c'est Al-Rahaya, une citadelle de l'âge de bronze, et de l'époque aussi ayoubide. Ruba de l'âge de bronze, et la citadelle de Salamieh, qui est très connue, Chnanis, mais qui n'est pas classée encore. Un autre phénomène que nous avons découvert lors de notre recherche avec la Maison de l'Orient en Syrie, c'est un phénomène très intéressant. On a découvert un long mur qui s'étend sur 210 km, qui va de l'est de Ibla, dans Djebel de... C'est là, il commence ici pour traverser, voilà, c'est la limite de la steppe, la limite entre la steppe, la Badia, et la zone de Mamoura, c'est-à-dire les zones de cultivateurs, et qui va il traverse la route de Homs ici pour s'arrêter sur l'Anti-Liban, ici. Et on voit dans la photo, alors, ce qui reste de mur, et là, qui nous a permis de le suivre tout sur son trajet. Alors, il y a aussi un patrimoine naturel et humain, c'est-à-dire matériel et immatériel, qui mérite d'être classé. C'est la steppe en Syrie. La steppe, avec ses monuments, on a ici par exemple des kites pour chasser les animaux. Ici, on voit le bras du kite avec la chorale ou le cercle, comme l'appellent certains. C'est en plein steppe en Syrie. Et on a aussi le mode de vie des Bédouins. C'est des gens qui sont des coutumes, des cultures qu'on peut aussi préserver, pas seulement pour des raisons touristiques, mais aussi économiques, parce que c'est une économie importante qui développe, soutenir ce patrimoine et le valorise aussi la commercialisation de moutons syriens qui est très connue dans la région. Même, vous voyez là, ce qu'on voit ici comme décor, on l'a trouvé aussi à Jadet al-Mghara, dans le site des dessins du 9e millénaire qu'on a trouvé sur le bord de l'Euphrate, qui ressemble à ce dessin-là que vous voyez ici. D'autres aussi, il y a des réserves naturelles, pas seulement les forêts sur la côte, il y a aussi à l'intérieur. Je prends un exemple rapide, c'est sur la montagne de Balas qui se trouve dans la chaîne palmyrienne du Nord et qui est très connue par ses pistachiers sauvages qu'on appelle le botom. Et le botom, c'est une appellation que l'on trouve dans les tablettes de l'âge de bronze. Botom, parce que l'huile de botom était très connue, donc ça mérite aussi d'être valorisé, exploité comme l'huile d'argan qu'on entend beaucoup maintenant au Maroc. Et aussi, ça peut développer des associations, et surtout pour les femmes dans la région.
Enfin, il y a aussi l'habitat. L'habitat en Syrie, on a toujours parlé des sites archéologiques, de l'habitat, mais peu on parle de l'habitat en terre. Derrière moi, il y a eu 2 tentatives intéressantes sur l'habitat en terre en Syrie, une par l'UNESCO, un bouquin qui est sorti par l'Université de Florence, je crois, en Italie, sur l'habitat en terre dans la Syrie du Nord à l'est d'Alad. Et il y a aussi un travail qui a été encouragé par la Société Totale sur l'habitat, qui voulait valoriser aussi l'habitat en terre en Syrie. Alors, mais à part l'habitat en terre, il y a aussi un phénomène en Syrie intéressant qu'on trouve des maisons, des grands propriétaires abandonnés et négligés dans les steppes, des maisons souvent à 2 niveaux. C'est à l'est de Hama, vous voyez ça, c'est des maisons. Et tout ça, c'est détruit ou parfois été occupé par les villageois ou abandonné. L'habitat en terre, là, vous voyez, c'est un village sur un site de l'époque byzantine, c'est Cheikh Hilal, dans la région de Salamieh, dont notre association des amis de Salamieh a pu monter un projet de tourisme solidaire en collaboration avec, soutenu par la coopération suisse et aussi la délégation européenne en Syrie. Alors, c'est un village, alors une photo prise avec les survolants. Et on voit la structure du village correspond à la structure aussi au plan de la ville de l'époque byzantine. Mais on constate que la plupart des maisons, la majorité, 70%, sont détruites. Donc, comme par là, comme vous voyez, des maisons, parce que c'est aussi un lieu de migration, et surtout maintenant aussi. Alors là, c'est le projet de l'association des Amis de Salamieh. Vous me permettez, je fais la publicité. Mais alors, on a pu, entre 2008 et 2010, on a pu recevoir quelques centaines de touristes, environ 600. On a pu, dans 2 années, amortir le coût de la restauration de 12 maisons grâce à au système de tourisme solidaire, voilà, comme vous voyez là, avant et après la restauration. Et pour nous, parce que pour nous, le tourisme solidaire, c'est aussi une rencontre de civilisation. Alors, je continue encore un peu, excusez-moi, 2 minutes, 3 minutes. Alors, pour conclure, la construction de patrimoine est un processus complexe et pose le problème de déséquilibre entre les pays du Nord et du Sud. Cela dû à un manque de moyens et de capacités, ainsi que de l'information nécessaire à la soumission d'une requête de nomination auprès du comité de patrimoine mondial. L'inscription d'un territoire au patrimoine mondial est un instrument juridique et technique. Comme tout instrument de politique publique, l'inscription d'un paysage n'a pas de valeur intrinsèque. Sa pertinence et sa portée sont fonction de la politique à laquelle elle participe. Un instrument donné ne peut être évalué qu'en référence à la politique dans laquelle elle est mise en œuvre. Dès lors, le rééquilibrage des inscriptions des paysages entre les pays du Nord et du Sud souhaité par la Comité de patrimoine mondial ne semble pas pouvoir être réalisé par une simple mise à disposition de moyens et d'informations facilitant l'élaboration de projets de nomination. S'agissant des paysages ou des territoires, l'intérêt de l'inscription renvoie principalement à son insertion dans les politiques agricoles, culturelles, sociales, etc. des pays concernés. Ainsi, les politiques post-conflit, que j'espère que va être rapide, doivent prendre en considération la culture de patrimoine qui risque de perdre le peu de place qu'il occupe dans la société syrienne actuellement. Merci beaucoup. Merci Mohamed pour ce très bel exposé qui montre bien que si en Occident, depuis les années 80, le territoire est devenu une porte d'entrée et d'accès au patrimoine,
comprendre le patrimoine au travers d'un territoire ou un territoire au travers d'un patrimoine, dans tous les sens du terme, eh bien finalement la Syrie est en ce sens potentiellement un laboratoire. Son territoire dans son ensemble, je pense, mériterait de devenir un territoire patrimonial. Voilà, je vous passe la parole si vous avez quelques questions. En parlant de territoire et d'intégrer des sites en fait au contexte environnemental, je crois qu'il y avait eu un projet suisse de route entre les villes mortes dans le Djebel Siman, le Djebel Barisha, pour relier donc ces villages byzantins. Enfin, moi, ce que je voyais en 2010, c'est qu'effectivement, il y avait des itinéraires, il y avait des brochures sur ce qu'on pouvait parcourir en plusieurs journées. Je ne sais pas si les locaux étaient intégrés à ce projet. Peut-être vous pouvez donner quelques détails, vous le connaissez peut-être, mais c'était sur l'ensemble d'une région. Ce que j'ai également pu voir malheureusement dans les villes mortes, c'est des carrières sauvages en fait, qui détruisaient ce même environnement tout autour de ces villes byzantines. Djebel Barisha, Djebel Ala, Djebel Zawiya et Djebel Siman surtout, quoi. Est-ce que vous avez... Oui, merci. Mais en fait, c'est le seul territoire qui a été aménagé comme territoire patrimonial. Alors, on a commencé par le classer, mais après, il y a eu aussi les Suisses qui essayent de faire des itinéraires, des randonnées, c'est-à-dire à pied, avec des plaquettes. Et l'IFPO aussi, avec la Maison de l'Orient, avec la mission archéologique franco-syrienne qui travaille sur les villes mortes. Ils ont aussi travaillé, ils ont mis des panneaux sur les sites qu'on va à cette ville-là. Il y a beaucoup d'améliorations dans ce sens, mais c'était un projet en cours qui est en 2010, c'était bien à l'époque, en 2010, mais maintenant, je ne sais pas, vous avez vu, certainement, il y a beaucoup de dégâts dans le coin. Oui, Anas. C'est un exposé très intéressant, mais j'aimerais bien savoir quelle est la relation avec la révolution syrienne, parce qu'il n'y a pas eu de lien, à vrai dire. Qu'est-ce qui se passe actuellement depuis 12 ans et demi? C'est-à-dire que vous avez exposé des choses avant, mais la relation, est-ce que... Oui, moi j'ai dit au début, moi je voulais pas être surréaliste. C'est-à-dire, il y a, c'est un phénomène qui est absent sur le registre soit de responsables, soit de chercheurs, même en Syrie, pour travailler sur le patrimoine territorial. Donc, il faut aussi, nous, comme chercheurs, on doit aussi contribuer à l'avenir de la Syrie. Préparer aussi, on ne va pas attendre que le conflit se finisse pour dire, voilà, on va faire ça et ça et ça. Je pense que c'est aussi le rôle, le but de ce colloque. Voilà. Donc, et il faut aussi, donc il faut aussi montrer l'importance des territoires archéologiques ou des territoires ou des choses qui sont déjà abîmées, pas seulement avec la guerre qui ravage le pays, mais aussi avant. Il faut apprendre des leçons et essayer de faire quelque chose. Oui, une question. Une région qui est mal connue, mal connue des Syriens même, je regrette, c'est toute la région du sud et tout particulièrement la grande coulée de lave du Ledja, qui est une région absolument magnifique, avec un paysage naturel superbe, des villages avec des bâtiments du 5e siècle, avec des centaines et des centaines d'inscriptions grecques et latines qui racontent l'histoire de la région. Bon, j'avais entendu dire qu'il y avait des projets de classement de cette région dans les années 2010. Bon, je ne sais pas après si l'UNESCO a pris en compte cette affaire, mais là vraiment, voilà une région qui mériterait très franchement de figurer dans les projets de protection du paysage et du patrimoine bâti
parce que c'est particulièrement intéressant et En fait, il y a... c'est pas Franck qui va me démentir. Oui, mais bon, on peut quand même constater que la protection était nulle. Bon, voilà. Voilà. Oui. Non, mais j'attendais, pardon. Attendez, il va faire une petite note. En fait, il y a 12, en ce moment, il y a 12 sites qui sont sur la liste temporaire de l'UNESCO. Donc, un de ces sites, c'est les Naoura de Hama. Donc, espérons que cette liste deviendra donc à l'avenir. Donc, vous avez vu, avec le temps, tout ça, je n'ai pas voulu faire une liste exhaustive. Bon, il y a plein, il y a les jardins de Palmyre, ils sont magnifiques. C'est aussi, pas seulement le site de Palmyre, il y a aussi ces jardins. Moi, j'attendais que j'attendais que vous allez parler, et surtout aussi Franck Bremer qui est avec nous, qui travaille aussi sur le Laja. C'est une zone magnifique. Il y a aussi Jabal Sez, la région de Jabal Sez à l'est, les bords dans l'est. Alors, et moi, j'ai déjà aussi, on a essayé on a posé le problème en 2008 dans un colloque en Albanie sur le patrimoine pastoral aussi. Parce que dans les pays de Balkans, il y a aussi, l'UNESCO travaille sur les aires de pâturage, sur le mode de vie pastoral. C'est un mode de vie intéressant à conserver. Il y a des gens qui ne veulent pas l'abandonner. Alors on les pousse à se sédentariser. Ah non, c'est archaïque, etc. Voilà. Donc j'ai seulement cité quelques sites pour montrer l'importance d'un phénomène. D'autres questions? Oui, pardon. J'aimerais attirer l'attention sur un point que vous avez évoqué, donc qui est la corrélation qui pose parfois dilemme entre tourisme et patrimoine. C'est une question auquel je suis bien particulièrement sensible. D'un côté, on a le risque de ce que vous avez dit, la touristification, la mise en musée, entre guillemets, du patrimoine qui, petit à petit, le sort de la vie quotidienne pour le faire entrer dans ce cadre-là. Et d'un autre côté, on a le rôle du tourisme préservateur de patrimoine. Vous l'avez notamment cité les Noria de Hama qui, exceptionnellement, ont été conservés grâce au tourisme, si je peux dire ça, mais qui n'occupent plus leur rôle d'acheminement d'eau à la ville, donc qui perdent un peu de leur valeur immatérielle. Et donc, par rapport à ça, je ne sais pas si l'exemple de votre projet près de Salamier peut être un juste milieu, mais est-ce que ça peut être généralisé sur d'autres sites où on peut trouver des modèles comme ça de tourisme solidaire qui d'un côté préserve le patrimoine sans mise en danger de sa dimension immatérielle? Merci. Oui, alors, non, quand on parle de touristification, c'est-à-dire ce n'est pas une critique le phénomène, parce que le touriste, c'est un habitant aussi. Un patrimoine dans une ville comme la ville d'Alab, tout ça, ça concerne les habitants de cette ville. Et le touriste devient aussi un habitant temporaire. Il passe dans les villes. Il est là. Donc c'est aussi... donc on n'est pas exclu. Mais il ne faut pas qu'il soit seulement dans le but touristique. C'est-à-dire le patrimoine... De toute façon, le patrimoine n'est pas développé seulement dans les années 60, 70 ou 80. Le patrimoine, il est depuis le Moyen-Âge, ça existe. Il était les biens familiales étaient des patrimoines. Mais le nom patrimoine il est venu plus tard, donc peut-être. Et toujours, on est passé de bien au patrimoine, on est passé de sacré au normal, on est passé de petit au grand, l'espace, tout ça. Il y a une évolution de patrimoine qui mérite d'être pris en compte. Mais il y a aussi, donc pour l'habitat en terre en Syrie,
ça mérite d'être défendu, ça mérite aussi d'avoir l'attention, pas seulement pour des raisons touristiques ou solidaires, parce que déjà, la solidarité, quand on a parlé de tourisme solidaire, c'est aussi pour aider la population, parce que partout dans le village, en terre à l'est, sont aussi dans des zones arides et semi-arides, sont des zones pauvres. Donc aussi, c'est pour créer des activités. Notre projet, ce n'est pas seulement visiter la maison, c'est aussi encourager les gens à travailler, à trouver d'autres ressources que l'élevage ou que le pâturage, avec le pâturage qui souffre dans les années sèches, ou la nappe phréatique qui souffre aussi dans les années sèches pour ce qui concerne l'agriculture, mais aussi on a pu trouver d'autres sources de revenus et surtout faire participer la femme à la vie économique, pas seulement dans les champs ou avec le trophée, mais aussi chez elle peut faire. Donc on a créé une société qui a été isolée avant, maintenant elle est en contact avec tout le monde, au-delà. Cheikh Hilal est connu maintenant partout, en France, en Allemagne.